Avez-vous déjà imaginé qu'une mère de 69 ans pourrait être humiliée jusqu'à 2 heures du matin en faisant la vaisselle, pendant que son fils dînait chez sa belle-mère le jour de la fête des mères? 3 jours plus tard, il était à ma porte en suppliant pour de l'argent. Je m'appelle Brigitte Lavallée, j'ai 69 ans, et ce que j'ai découvert sur mes enfants m'a mené à prendre la décision la plus bouleversante de ma vie. C'était le 12 mai, un dimanche pluvieux à Lyon. Le vent froid du printemps français battait contre les fenêtres de mon appartement à Bellecour tandis que je préparais, une fois de plus, le petit déjeuner pour mon fils Thierry. À 45 ans, il vivait encore avec moi, dormant dans la chambre que j'avais décorée avec tant d'amour quand il n'était qu'un petit garçon rêveur. « Bonjour, mon chéri », dis-je avec un sourire fatigué, en arrangeant la table avec la porcelaine que j'avais reçue comme cadeau de mariage. « Joyeuse fête des mères à ta vieille maman. » Thierry ne leva même pas les yeux de son portable. Il tapait furieusement, probablement en train de converser avec sa femme Sylvie. Le silence lourd s'installa dans la cuisine, seulement brisé par le bruit de la pluie et le tic-tac de la vieille horloge que mon défunt mari Henri m'avait offerte. L'odeur des croissants frais que j'étais allé chercher à l'aube chez Monsieur Antoine, le boulanger de la rue, remplissait l'air matinal. J'avais aussi préparé du café fort, exactement comme Thierry l'aimait, dans la cafetière en aluminium que j'utilisais depuis 30 ans. Mes mains arthritiques me faisaient souffrir à cause du froid et de l'humidité, mais je continuais à servir mon fils comme je l'avais toujours fait. « Maman, j'ai besoin que tu prépares un déjeuner spécial aujourd'hui, » dit-il finalement, sans me regarder. « Je vais amener quelques amis. Ce coq au vin que tu fais, avec des pommes de terre gratinées et le dessert aussi. » Mon cœur se serra. C'était la fête des mères, et j'espérais secrètement qu'il m'emmènerait déjeuner dehors, ou au moins qu'il me donnerait un cadeau symbolique. Mais j'avalai ma déception et souris. « Bien sûr, mon chéri. » « Combien de personnes seront-elles ? » « Une dizaine de personnes. » « Ah, et il faut que tout soit prêt à 13 heures précises. » Il n'était que 8 heures du matin, et j'allais devoir sortir sous la pluie pour tout acheter. Mes genoux arthritiques me faisaient mal, mais comme toujours, j'enfilai mon manteau et pris mon vieux sac en cuir. En sortant de l'immeuble, je croisai Madame Rousseau, la concierge, qui arrosait les plantes dans le hall d'entrée. « Bonjour Madame Lavallée. Quelle belle journée pour la fête des mères, n'est-ce pas ? Votre fils doit vous gâter aujourd'hui. »« Oui, il organise un déjeuner à la maison, » répondis-je, essayant de cacher ma tristesse derrière un sourire. « Comme c'est merveilleux. Vous devez être si fière. Si elle savait que j'étais la cuisinière et la serveuse de ma propre fête des mères. » Au marché de la rue de la République, je rencontrai Madame Dubois, ma voisine de 75 ans, qui ne portait que quelques fleurs. « Brigitte. Comment allez-vous, ma chérie ? Votre fils doit vous dorloter aujourd'hui, n'est-ce pas ? » Je forçai un sourire tout en portant des sacs lourds d'ingrédients. « Oui, il a invité des amis à déjeuner à la maison. » « Que c'est merveilleux. Vous devez être si fière. Si elle savait que j'étais la cuisinière et la serveuse de ma propre fête des mères. » Les sacs de course étaient si lourds que mes bras tremblaient. J'achetai tout ce qu'il fallait pour le coq au vin, le poulet fermier chez le boucher Monsieur Leblanc, le vin rouge de Bourgogne chez le caviste, les légumes frais au marché. Le tout me coûta près de 80 €, une somme importante pour ma petite retraite. Je revins à la maison trempée. Thierry était sur le canapé en train de regarder la télévision avec le volume fort, une bière à la main malgré l'heure matinale. « Maman, j'ai oublié de te prévenir. Sylvie a dit qu'elle ne peut pas venir parce que sa mère a fait un déjeuner spécial. Je vais déjeuner là-bas après. » Je sentis comme si un poignard traversait ma poitrine. « Et les amis ? » ?»« Ah, ils ont aussi annulé. Mais puisque tu as déjà tout acheté, tu peux cuisiner quand même. Je mangerai avant d'aller chez Sylvie. » Mes jambes faillirent me lâcher. J'avais dépensé 80 € et j'allais passer ma fête des mères toute seule à cuisiner pour un fils qui partirait chez sa belle-mère. Mais Thierry, c'est la fête des mères, je pensais qu'on pourrait passer du temps ensemble. Maman, tu sais que Sylvie compte sur moi.
Sa mère a insisté pour que je vienne. Tu comprends, n'est-ce pas? Il sortit sans même me donner un baiser. Je restais seule dans la cuisine, regardant la table pleine de provisions que j'avais achetées avec tant d'amour. La pluie continuait à battre contre la fenêtre, et je me sentis plus petite que jamais. Je passais 4 heures à cuisiner toute seule. L'odeur du coq au vin remplit l'appartement, et je me souvins de l'époque où Henri était vivant et complimentait ma cuisine. Des larmes se mélangèrent à la vapeur de la casserole. Pendant que je cuisinais, je pensais à toutes les fêtes des mères précédentes. Quand Thierry était petit, il me fabriquait des cartes avec ses petites mains malhabiles. Quand Céline était adolescente, elle m'offrait des fleurs du jardin. Où étaient passés ces enfants aimants? À 13 heures précises, Thierry descendit de sa chambre, habillé élégamment pour aller chez sa belle-mère. Il mangea rapidement, sans compliment, vérifiant constamment son portable. « C'est bon, maman. Maintenant je dois y aller. Sylvie m'attend. » Mais Thierry, c'est la fête des mères, je pensais qu'on pourrait au moins prendre le café ensemble. « Maman, tu sais que Sylvie compte sur moi. Sa mère a fait un effort spécial. Tu comprends, n'est-ce pas? Je reviendrai ce soir. » Il partit sans même me dire à quelle heure il rentrerait. Je restais seule dans la cuisine, regardant la table pleine de nourriture que j'avais préparée avec tant d'amour. La pluie continuait à battre contre la fenêtre, et je me sentis abandonnée. L'après-midi passa lentement. Je regardais les nouvelles à la télévision, où ils parlaient de familles qui célébraient la fête des mères ensemble. Je vis des enfants offrant des fleurs à leur mère, des familles souriantes dans les restaurants. Tout ce que j'avais toujours rêvé d'avoir. À 16 heures, je reçus un message de Céline depuis Marseille. « Joyeuse fête des mères, maman. Je pense à toi. Bisous. » Même pas un appel téléphonique. Juste un message rapide, probablement envoyé entre 2 obligations. Le soir tomba, et je restais seule. Je mangeais un peu du coq au vin que j'avais préparé, mais il avait le goût de la solitude. Je pensais à Henri, qui aurait certainement organisé quelque chose de spécial pour moi s'il était encore vivant. Mais le pire était encore à venir. Vers 23 heures, j'entendis la clé dans la porte. Thierry arriva en titubant, visiblement alcoolisé. « Maman! Quelle fête incroyable chez la belle-mère! Elle a fait un dîner merveilleux. Beaucoup mieux que, enfin, tout est très sale ici. Il faut tout nettoyer avant de dormir. » Je regardais la cuisine. Il y avait des assiettes, des casseroles, des couverts, des verres éparpillés partout. Il était presque minuit. « Thierry, je suis très fatiguée. Je peux laver demain matin? » « Non, maman. Je ne supporte pas une maison sale. Et demain j'ai une réunion importante. Il faut que tout soit propre quand je me réveillerai. » Sa voix était dure, autoritaire. Ce n'était plus mon petit garçon qui me demandait gentiment de l'aide. C'était un homme de 45 ans qui traitait sa mère comme une employée de maison. « Mais mon chéri, mes mains me font mal, et... »« Maman, j'ai dit que je veux que ce soit propre. Tu n'as rien fait de spécial aujourd'hui à part cuisiner. Le minimum c'est que tu nettoies après. » « Rien fait de spécial ? » J'avais passé ma fête des mères entière à cuisiner pour lui, j'avais dépensé 80 € de ma retraite, j'avais été abandonnée toute la journée. Je passais les 2h30 suivantes à faire la vaisselle. Mes mains ridaient de vin rouge à force de frotter. Mon dos me faisait terriblement mal. L'horloge marquait 2h30 du matin quand je terminais. Thierry ronflait déjà dans sa chambre. Je m'assis sur la chaise de la cuisine et pleurais silencieusement. En 69 ans de vie, je ne m'étais jamais sentie si humiliée et méprisée. C'était ma fête des mères, et je l'avais passée comme une employée dans ma propre maison. Mais ce qui me blessa le plus fut de réaliser que ce n'était pas nouveau. C'était ma routine depuis des années. Comment avais-je pu être si aveugle? Pendant que je nettoyais, je pensais à ma propre mère, décédée il y a 10 ans. Elle me disait toujours, « Brigitte, les enfants grandissent et oublient parfois d'où ils viennent.
Mais une mère ne doit jamais oublier sa propre valeur. À l'époque, je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Maintenant, je comprenais parfaitement. Cette nuit-là, assise dans ma cuisine silencieuse à 2h30 du matin, quelque chose changea en moi. Une graine de révolte, petite mais tenace, commença à germer dans mon cœur de mère humiliée. Voulez-vous savoir ce qui s'est passé dans les jours suivants? Comment mes propres enfants ont comploté contre moi en pensant que je ne m'en apercevrais pas? Restez avec moi, car ce que j'ai découvert sur eux m'a laissé paralysée, littéralement. Et quand ils ont pensé que j'étais en train de mourir, ils ont montré leur vrai visage. Mais j'avais un plan qu'ils n'ont jamais imaginé. Le lundi suivant la fête des mères, je me réveillais avec une douleur dans la poitrine qui n'était pas seulement physique. C'était la douleur d'une mère qui voyait enfin la réalité. Thierry partit tôt pour travailler sans même dire bonjour, comme il le faisait toujours. Je prenais mon café quand le téléphone sonna. Maman? C'était la voix de ma fille Céline, qui vivait à Marseille avec son mari. Comment s'est passée ta fête des mères? Elle était différente, répondis-je, sans courage de dire la vérité. J'imagine que Thierry t'a gâté, n'est-ce pas? Il a toujours été ton préféré. Préféré? Si elle savait comment il m'avait traité. Céline, quand avons-nous eu une vraie conversation pour la dernière fois? Maman, tu sais que je suis très occupée. L'affaire de Laurent grandit, écoute, je te rappelle plus tard, d'accord? J'ai une réunion maintenant. Je raccrochai le téléphone le cœur lourd, mais un soupçon commença à grandir en moi. Je décidai de faire quelque chose que je n'avais jamais fait, chercher des indices. Je commençai à faire attention aux conversations téléphoniques de Thierry. Il parlait fort, pensant toujours que je n'entendais pas à cause de ma surdité, qui en réalité n'était pas si grave que ça. Le mardi, j'entendis une conversation qui me glaça le sang. Non, Céline, elle ne se doute de rien, disait Thierry au téléphone dans sa chambre. Continue à faire semblant d'être occupé. Moins il y a de contacts, mieux c'est. Et l'appartement, demanda la voix de Céline, que j'arrivais à entendre même depuis le couloir. J'ai déjà parlé au courtier. Desquels, tu sais, on pourra vendre rapidement. Le marché immobilier à Bellecour est en hausse. Et ses économies? Environ 380 000 € sur le compte épargne, plus les investissements. J'ai tout calculé. En divisant par 2, ça fera 190 000 pour chacun. Mes jambes tremblèrent. Il parlait de moi comme si j'étais déjà morte. Comme si ce n'était qu'une question de temps. Thierry, j'ai une idée, continua Céline. Et si on commençait à la convaincre de nous donner une procuration? On peut dire que c'est pour l'aider avec les finances dans sa vieillesse. Bonne idée. Elle est de plus en plus confuse de toute façon. Hier, elle a oublié d'acheter du pain. Confuse? J'avais décidé de ne pas acheter de pain parce qu'ils ne remerciaient jamais pour rien. Mais ils l'interprétèrent comme de la confusion mentale. Parfait. Je vais voyager à Lyon le week-end prochain. On va travailler sur elle ensemble. Je raccrochai le téléphone de l'extension de la cuisine avec les mains tremblantes. Mes propres enfants, mes bébés que j'avais portés dans mes bras, que j'avais consolés quand ils pleuraient, que j'avais soutenus dans toutes les difficultés, planifiaient ma vie comme si c'était une affaire. Pendant le reste de la semaine, je commençais à tout observer avec d'autres yeux. Thierry me traitait vraiment comme une employée. Il faisait des demandes absurdes, comme exiger que je lave ses vêtements de travail tous les jours, que je cuisine des plats différents pour lui et que je maintienne la maison impeccable. Maman, tu ne penses pas que tu devrais réfléchir à ta retraite, dit-il le jeudi pendant le dîner. Genre, organiser tes documents, tes comptes. Pourquoi, mon chéri? Ah, c'est juste que, les personnes de ton âge ont besoin de se préparer pour les éventualités. Éventualité. Quel mot élégant pour dire ta mort. Peut-être que tu pourrais me donner une procuration. Pour que je t'aide si tu tombes malade ou quelque chose comme ça. Voilà. Leur plan en action. Je vais y réfléchir, répondis-je, feignant l'innocence.
Le vendredi, Céline arriva de Marseille. Elle ne m'avait pas rendu visite depuis 8 mois, mais cette fois elle vint avec une valise pleine et un sourire faux sur le visage. « Maman, comment vas-tu ?» Elle m'embrassa avec une force exagérée, comme le font les acteurs dans les mauvais feuilletons. « Tu as l'air fatiguée », observa-t-elle, analysant mon visage comme un médecin cherchant des symptômes. « Je vais bien, ma chérie. »« Non, tu ne vas pas bien. Regarde ces cernes. Et tu as maigri. » Pendant le dîner, Thierry et Céline échangèrent des regards complices. C'est alors que j'entendis la conversation qui me détruisit complètement. Ils pensaient que je dormais, mais j'étais descendu pour prendre un verre d'eau. Caché derrière la porte de la cuisine, j'entendis tout. « Elle est plus fragile que je le pensais », dit Céline. « Oui, et elle a ses trous de mémoire. Hier elle a demandé 3 fois quelle heure il était. » Mensonge. Je n'avais demandé qu'une seule fois, et c'était parce que l'horloge de la cuisine était arrêtée. Thierry, je dois te dire quelque chose. Laurent a des problèmes dans son affaire. On a besoin de cet héritage plus tôt que prévu. Des dettes? Beaucoup. Environ 150 000 €. Si on n'arrive pas à avoir l'argent dans les 3 prochains mois. Je comprends. Et moi aussi j'ai quelques comptes à régler. Tu sais cette voiture que j'ai achetée? Je dois encore 80 000. Alors on doit accélérer le processus. Comment ça? Je ne sais pas, peut-être si elle devenait plus stressée, plus malade. Céline. Je ne dis pas qu'on doit faire quelque chose directement. Mais si elle devient plus affaiblie, elle peut avoir un infarctus, un AVC, c'est naturel à son âge. Et si elle résiste encore des années? Là entre le plan de la procuration. Une fois qu'on aura accès à ses comptes. Je ne puis pas en entendre davantage. Je courus silencieusement vers ma chambre et m'y enfermai. Je pleurai jusqu'à ne plus avoir de larmes. Ce n'était pas seulement l'héritage. Il voulait que je meure. Mes propres enfants. Le samedi matin, je fis semblant d'être souffrante. Je dis que je sentais des douleurs dans la poitrine et des vertiges. Immédiatement, je vis leurs yeux briller d'espoir. « Maman, je pense qu'on devrait t'emmener chez le médecin », dit Céline, mais dans le ton de sa voix il y avait une attente morbide. « Non, ça va. J'ai juste besoin de me reposer. »« Tu es sûre ? Ces douleurs dans la poitrine peuvent être sérieuses chez les personnes de ton âge, » insista Thierry. « Les personnes de mon âge. » Comme si j'étais un objet avec une date d'expiration dépassée. Je passais tout le week-end à feindre la faiblesse, juste pour tester mon soupçon. Et c'est exactement ce qui arriva. Plus je paraissais fragile, plus il devenait attentionné. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était de l'intérêt. Le lundi, Céline retourna à Marseille, mais pas avant une dernière offensive. « Maman, Thierry m'a parlé de l'idée de la procuration. Je trouve ça très sensé. On veut juste te protéger. Je vais à la banque mercredi pour régler ça, mentis-je. Parfait. Tu es si sage, maman. Sage? J'étais juste une vieille idiote qui avait mis 69 ans à réaliser qu'elle avait élevé de monstres. Après son départ, je me retrouvais seule avec Thierry à nouveau. Mais maintenant tout était différent. Chaque geste de sa part, chaque mot, chaque demande absurde avait un but sombre. Le mardi soir, je l'entendis parler au téléphone à nouveau. Elle a accepté la procuration. Non, Céline, elle ne se doute de rien. Elle continue à penser qu'on est des enfants dévoués. Oui, mercredi elle va à la banque. Parfait, alors jeudi on peut commencer à faire bouger ses comptes. C'est alors que tout changea pour moi. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de qui j'étais vraiment. Pendant des décennies, je m'étais entièrement consacrée à mes enfants. J'avais sacrifié ma carrière, mes rêves, mon propre bonheur. Et j'ai découvert que, pour eux, je n'étais qu'un obstacle entre eux et un héritage. Mais ils ne savaient pas quelque chose de très important sur moi. Quelque chose que même Henri,
mon défunt mari, ne savait pas complètement. Je n'étais pas seulement une femme au foyer retraité. J'avais des secrets. Et des ressources qu'il n'avait jamais imaginées. Le mercredi matin, je fis semblant de sortir pour la banque. Mais ce n'est pas là que j'allais. J'allais dans un endroit qui changerait le cours de cette histoire pour toujours. Un endroit où Brigitte Lavallée, la mère dévouée, se transformerait en quelqu'un qu'il ne s'attendait jamais à affronter. Voulez-vous découvrir quel était mon secret? Comment une simple femme au foyer a réussi à retourner la situation contre 2 enfants cupides? Attendez de voir ce qui s'est passé quand ils ont découvert que leur compte bancaire était complètement vide. La vengeance d'une mère peut être plus intelligente que quiconque l'imagine. Mercredi 22 mai. Je sortis de la maison à 9h du matin, disant à Thierry que j'allais à la banque régler la procuration. Il ne leva même pas les yeux de son journal, se contentant de marmonner un HM distrait. S'il avait su où j'allais vraiment, il m'aurait suivi. Je marchai jusqu'à la rue de la République et entrai dans l'immeuble discret où fonctionnait le cabinet d'avocats Marchand et Associés. Madame Marchand était une femme élégante de 50 ans, qui m'accueillit avec un sourire professionnel. Madame Lavallée, quel plaisir de vous revoir après tant d'années. Bonjour, Marie-Claire. J'ai besoin de votre aide de toute urgence. Bien sûr. En quoi puis-je vous aider? Je respirai profondément. Je dois protéger mon patrimoine de mes propres enfants. Marie-Claire arqua les sourcils, mais ne montra pas de surprise. En tant qu'avocate spécialisée en droit familial, elle avait probablement déjà vu des cas similaires. Racontez-moi tout, dit-elle, prenant un bloc-notes. Je relatai toute l'histoire, l'humiliation de la fête des mères, les conversations que j'avais entendues, leurs plans pour m'obtenir une procuration, les attentes morbides concernant ma mort. Marie-Claire écoutait attentivement, prenant des notes. Brigitte, c'est plus courant que vous ne l'imaginez. Malheureusement, certains enfants voient leurs parents seulement comme une source d'héritage. Que puis-je faire? Plusieurs choses. Premièrement, nous allons modifier complètement votre testament. Deuxièmement, je vais préparer des documents qui protégeront vos biens de toute procuration frauduleuse. Et troisièmement, elle sourit avec malice, nous pouvons leur donner une leçon. Comment? Vous avez des comptes dans combien de banques? 3. Crédit Lyonnais, BNP Paribas et Société Générale. Parfait. Nous allons transférer tout votre argent vers des comptes dans une nouvelle banque, à votre nom, mais avec des mots de passe et des procédures que vous seul connaîtrez. Nous ne laisserons que des sommes symboliques dans les anciens comptes. Et c'est légal? Complètement. C'est votre argent, vous pouvez le faire circuler comme vous voulez. Nous passâmes 3 heures à tout planifier dans les moindres détails. Marie-Claire m'expliqua que je pouvais créer une fondation en mon nom, y transférer une grande partie des biens, et destiner l'argent à des institutions caritatives. Ainsi, même s'ils obtenaient une procuration quelconque, il n'y aurait rien de substantiel à voler. Mais Brigitte, cela signifie que vos enfants n'hériteront de presque rien. Ils ont déjà clairement montré qu'ils ne me voient pas comme une mère, mais comme un investissement. Qu'ils récoltent ce qu'ils ont semé. Je sortis du cabinet avec une sensation étrange. C'était de la libération mélangée à de la tristesse. Je protégeais mon patrimoine, mais j'admettais aussi que j'avais perdu mes enfants à cause de la cupidité. Dans les jours suivants, j'exécutais le plan discrètement. Je transférais 350 000 € vers le nouveau compte, ne laissant que 5 000 dans chacun des anciens. Je signais les nouveaux documents légaux. Je créai la fondation Brigitte Lavallée pour l'assistance aux personnes âgées abandonnées, une ironie que moi seul comprenais. Thierry remarqua que je sortais plus de la maison, mais ne se douta de rien. Où vas-tu tant, maman? Chez le médecin, à la pharmacie, à la banque, des choses de vieille, répondais-je avec innocence. À la fin mai, Céline appela euphorique. Maman! Comment ça s'est passé à la banque? Tu as réussi à régler la procuration? Oui, ma chérie. Tout est en cours. Que c'est bien. Laurent était si soulagé,
je veux dire, nous sommes tous tranquilles de savoir que tu es protégé. Protégé. Quel joli mot pour vulnérable à nos plans. Pendant juin, je commençais à feindre de petits trous de mémoire et une fragilité physique. Ce n'était pas difficile, à 69 ans, toute personne a quelques bobos. Mais j'exagérais un peu. Thierry, où ai-je mis mon portefeuille? Il est dans ta main, maman. Ah, quelle tête j'ai! Je remarquais comme ses yeux brillaient à chaque oubli de ma part. C'était comme s'il marquait des points sur un tableau mental, encore un signe de sénilité, encore un pas vers l'héritage. En juillet, je fis semblant d'avoir une petite chute dans la cuisine. Rien de grave, je trébuchai accidentellement sur un tapis. Thierry accourut. Maman. Tu vas bien? Je crois, mais ma jambe me fait mal. On va à l'hôpital. Non, ce n'est pas la peine. Si, il le faut. Tu as peut-être cassé quelque chose. La préoccupation était-elle sincère? Ou voulait-il un diagnostic médical qui prouverait ma fragilité? À l'hôpital, après que tous les examens montrèrent que j'allais parfaitement bien, j'entendis Thierry converser avec le médecin. Docteur, dernièrement ma mère est très oublieuse. Est-ce que ce serait, vous savez, la démence? C'est courant chez les personnes de son âge d'avoir quelques trous. Mais il faudrait une évaluation neurologique plus détaillée. Et si c'est de la démence, peut-elle encore prendre des décisions légales? Voilà. La question qu'il voulait vraiment poser. Ça dépend du degré. Pourquoi cette question? C'est que récemment elle m'a donné une procuration, et je veux m'assurer que c'était une décision consciente. Procuration? Quelle procuration? Je n'avais jamais donné de procuration à personne. Nous sortîmes de l'hôpital, et dans la voiture, Thierry me posa la question que j'attendais. Maman, tu te souviens d'avoir signé ces papiers à la banque? Quels papiers, mon chéri? Ceux de la procuration. Pour que je puisse t'aider avec tes finances. Ah oui, je crois. Ma mémoire n'est plus très bonne. Heureusement que tu t'en souviens. Parce que je vais devoir utiliser la procuration la semaine prochaine. Pourquoi faire? Pour mieux organiser tes investissements. Peut-être transférer vers des placements qui rapportent plus. Transférer vers leur compte, il voulait dire. D'accord, mon chéri. Tu as toujours su bien gérer l'argent. À la fin juillet, Céline vint à Lyon à nouveau. Cette fois, elle amena Laurent avec elle. C'était la première fois que mon gendre visitait ma maison en 2 ans. Brigitte, dit Laurent avec un enthousiasme exagéré. Comment allez-vous? Bien, Laurent. Quelle bonne surprise de te voir. C'est que Céline m'a dit que vous étiez un peu fragilisé. Nous sommes venus aider. Aider. Encore un joli mot pour accélérer nos plans. Pendant le dîner, je remarquais comme ils échangeaient des regards significatifs à chaque petit oubli que je feignais d'avoir. Maman, tu as mis du sel dans le dessert, observa Céline. J'ai fait ça? Que c'est bizarre, excusez-moi, je deviens vraiment confuse. Ne t'inquiète pas, dit Laurent. C'est normal à votre âge. Normal. Comme si j'étais une vieille voiture avec des pièces qui s'usent. Cette nuit-là, j'entendis la conversation la plus choquante de toutes. Il pensait que je dormais, mais j'étais resté dans le salon à lire, derrière le fauteuil où il ne pouvait pas me voir. Elle est bien pire que je l'imaginais, dit Céline. Oui, aujourd'hui elle m'a demandé 3 fois quel jour on était, mentit Thierry. Laurent, tu as apporté les documents? Je les ai apportés. Avec la procuration qu'elle a donnée à Thierry, on peut tout transférer vers nos comptes dès demain. Et après? Après on attend. Avec de la chance, elle ne durera plus très longtemps dans cet état. Et si elle dure? Là on la met dans une maison de retraite bon marché et on vend cet appartement. Maison de retraite bon marché. Après une vie entière à me sacrifier pour eux, ce serait ma fin, abandonnée dans un hospice de 5e catégorie pendant qu'ils dépensaient mon héritage. Je dois admettre, dit Laurent, quand Céline m'a parlé de l'héritage,
Je pensais que vous exagériez la somme. 380 000 € rien que sur l'épargne, plus l'appartement qui vaut dans les 450 000, plus les investissements, énuméra Thierry. Au total, dans les 900 000 €. Et elle n'a jamais rien soupçonné? Rien. Pauvre femme, elle a toujours été un peu naïve. Elle a passé sa vie entière à s'occuper de la maison et des enfants, elle n'a jamais rien compris aux affaires. Naïve. Moi, qui avais construit ce patrimoine en travaillant comme comptable pendant 30 ans avant de me marier, qui avait investi sagement chaque centime, qui avait acheté l'appartement quand Bellecour était encore bon marché. Naïve. Demain matin on va à la banque, dit Céline. Je veux voir l'argent sur notre compte avant de retourner à Marseille. Je retournai silencieusement dans ma chambre, mais ne pus pas dormir. Demain serait le jour où il découvrirait mon petit secret. Le jeudi 25 juillet, je me levai tôt et préparai le petit déjeuner comme toujours. Thierry, Céline et Laurent étaient animés, comme des enfants le matin de Noël. Maman, on va sortir quelques heures, dit Thierry. On va régler ces papiers de la banque. D'accord, mon chéri. Faites attention. Ils sortirent à 9h30. À 11h, mon téléphone sonna. Madame Lavallée? C'était la voix tendue du directeur du Crédit Lyonnais. Votre fils est ici avec une procuration, mais il y a un problème. Quel problème, monsieur Dubois? Vous n'avez que 1 847 € sur ce compte. Il s'attendait à trouver plus de 100 000. Ah, c'est vrai. J'ai transféré l'argent le mois dernier. J'ai oublié de prévenir. Transféré où? Vers une autre banque. Des choses de vieilles confuses, vous savez. Je raccrochai le téléphone et souris. En 15 minutes, il sonna à nouveau. Madame Lavallée? Ici BNP Paribas. Votre fils est ici et il n'a trouvé que 2100 € sur le compte? Exactement. Il a l'air très surpris. J'imagine. Vous pouvez lui dire que je vais tout expliquer quand il rentrera à la maison. Le troisième appel vint de la Société Générale. Même schéma, Thierry cherchant de l'argent qui n'existait plus. À 14h, ils arrivèrent à la maison furieux. Thierry entra par la porte en criant. Maman! Où est l'argent? Feignant la confusion et la peur, je balbutiai. Quel argent, mon chéri? Les 380 000 €. Où est l'argent? Il ne faut pas me crier dessus, Thierry. Elle a tout perdu, cria Céline. C'est de la démence. Elle ne sait plus ce qu'elle fait. Du calme, dit Laurent, essayant de contrôler la situation. Brigitte, vous vous souvenez d'avoir fait bouger vos comptes bancaires? Fait bouger? J'achète seulement de la nourriture et des médicaments. Mère, Thierry saisit mes épaules avec force. Réfléchis. Tu as transféré l'argent? Tu l'as investi quelque part? Tu me fais mal, Thierry. C'est alors que je fis semblant d'avoir un malaise soudain. Je me laissai tomber dans le fauteuil, portant la main à ma poitrine et respirant difficilement. Aïe, mon cœur, je ne peux pas être disputé comme ça. Immédiatement, leur fureur se transforma en panique. Pas de panique pour ma santé, mais pour la possibilité que je meure sans révéler où était l'argent. Maman! Reste calme, dit Céline, m'éventant. Ce n'était rien. On veut juste comprendre. Peut-être que j'ai vraiment oublié, ma tête ne va pas bien. Ils m'emmenèrent dans ma chambre et firent semblant de s'occuper de moi le reste de la journée. Mais j'entendais les conversations chuchotées dans le couloir. Et si elle a vraiment tout perdu? Impossible. Ça doit être quelque part. Et si quelqu'un lui a fait une escroquerie? Il va falloir fouiller tous ses papiers. Et si elle meurt sans nous dire où est l'argent? À partir de ce jour, ils devinrent mes soignants obsessionnels. Ils ne quittaient pas mes côtés, cherchant des indices sur la localisation de l'héritage. Ils fouillèrent tous mes documents, appelèrent les banques, enquêtèrent sur mes mouvements des derniers mois. Mais j'avais été très prudente.
Tous les documents du nouveau compte et de la fondation étaient gardés dans le coffre du cabinet d'avocat. En août, la situation devint insoutenable. Il me pressait quotidiennement, feignant l'inquiétude, mais je sentais le désespoir grandir en eux. Laurent dut retourner à Marseille pour essayer de résoudre ses dettes sans l'argent qu'il espérait, mais Céline resta à Lyon. « Maman, essayons de nous souvenir ensemble », disait-elle avec une patience forcée. « Tu as parlé avec quelqu'un d'investissement ? Un courtier ? Un conseiller financier ? Je ne me souviens pas, ma chérie, tout est si confus dans ma tête. Et c'est important. » Chaque jour qui passait sans trouver l'argent, leur comportement se détériorait. Le masque d'enfant affectueux tombait. Thierry commença à me traiter avec impatience, et Céline faisait des commentaires acides. « C'est incroyable comme quelqu'un peut être si irresponsable », murmura-t-elle un jour, pensant que je n'entendais pas. 380 000 €. On ne perd pas cette somme comme ça, répondit Thierry. C'est notre faute d'avoir laissé une vieille sénile s'occuper d'autant d'argent. Vieille sénile. C'est ainsi qu'il parlait de moi maintenant. À la fin août, je fis semblant d'avoir une crise de nerfs. Je commençai à pleurer de manière incontrôlée, disant que je me sentais coupable de ne pas me souvenir où était l'argent. Je suis une mauvaise mère. J'ai tout perdu. Vous allez être dans la misère à cause de moi. Non, maman, dit Céline, m'embrassant. Mais je sentis que c'était une étreinte vide, mécanique. On va retrouver l'argent. Et si j'ai vraiment tout perdu ? Et si quelqu'un m'a trompé ? Ça n'arrivera pas. On va engager un détective privé s'il le faut. Détective privé. Avec quel argent, si Laurent était endetté et Thierry avait compté sur mon héritage pour régler ses propres dettes ? En septembre, leur pression financière devint évidente. Thierry commença à recevoir des appels de recouvrement, et Céline dut emprunter de l'argent pour Laurent. « Maman, dit Thierry un mardi, j'ai besoin de te demander une faveur. »« Bien sûr, mon chéri. J'ai besoin de 5 000 € en prêt. C'est pour régler une dette urgente. Mais, je n'ai pas tant d'argent, Thierry. Tu sais que mes comptes sont presque vides. Tu peux vendre quelque chose. Tes bijoux, ou ? Thierry. Ces bijoux appartenaient à ta grand-mère. Mère. J'ai besoin de cet argent. Tu as perdu notre héritage, au moins aide-moi maintenant. Notre héritage. Comme si l'argent que j'avais travaillé 30 ans pour rassembler leur appartenait déjà. C'est à ce moment que je décidai de porter le coup final. 1er octobre, un lundi froid à Lyon. Les feuilles jaunies de l'automne français tombaient par la fenêtre de mon appartement, créant un décor mélancolique parfait pour ce que j'étais sur le point de faire. Thierry sortit tôt pour travailler, comme toujours, mais maintenant ses sorties étaient précipitées et tendues. Les appels de recouvrement ne s'arrêtaient pas, et je percevais le désespoir grandir en lui chaque jour. Céline était retournée à Marseille la semaine précédente, mais pas avant d'avoir fouillé chaque coin de ma maison cherchant des indices sur l'argent perdu. À 10 h du matin, je passai un appel qui changerait tout. « Marie-Claire ? C'est Brigitte. Le moment est venu. Vous êtes sûre, Brigitte ? Une fois qu'on aura fait ça, il n'y a plus de retour en arrière. J'en suis absolument sûre. Je veux qu'ils connaissent la vérité aujourd'hui même. Très bien. Je vais préparer les documents. À quelle heure voulez-vous qu'ils viennent ? À 15 h. Dites que c'est au sujet de l'héritage d'une parente éloignée. Quelque chose qui éveille leur cupidité. Parfait. Et vous ? Je serai là aussi. Il est temps que Brigitte Lavallée montre qui elle est vraiment. Je raccrochai le téléphone et regardai mon reflet dans le miroir du salon. Pendant des mois j'avais fait semblant d'être une vieille confuse et fragilisée. Aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, je m'arrangeais comme la femme que j'avais toujours été, cheveux bien coiffés, maquillage discret, la robe bleu marine que Henri complimentait toujours. À 14 h 30, j'appelai Thierry. « Mon chéri, tu peux rentrer à la maison maintenant ? C'est urgent. » « Maman, je travaille. »
C'est au sujet d'argent, Thierry. Beaucoup d'argent. 5 minutes plus tard, il rappelait. Quel argent, maman? Une avocate a appelé. Il semble que tante Marguerite ait laissé un héritage pour notre famille. Elle veut nous voir aujourd'hui à 15 heures. Tante Marguerite était une parente éloignée qui était morte il y a 2 ans. Thierry la connaissait à peine, mais le mot « héritage » fut suffisant. J'arrive à la maison maintenant. J'appelais aussi Céline. Ma chérie, tu dois venir à Lyon aujourd'hui même. C'est au sujet d'un héritage. Héritage? De qui? Tante Marguerite. Son avocate veut nous voir. Ça peut être beaucoup d'argent. Maman, je ne peux pas voyager à Lyon à cause d'un héritage douteux. Céline, l'avocate a mentionné 200 000 €. 15 minutes plus tard, elle rappelait. Je pars maintenant pour Lyon. À quelle heure est le rendez-vous? À 15 heures pile, nous étions tous les 3 dans le cabinet de Marie-Claire Marchand. Thierry était anxieux, Céline semblait calculatrice, et je feignais d'être confuse et pleine d'espoir. Madame Lavallée, Monsieur Thierry, Madame Céline, salua Marie-Claire formellement. Merci d'être venu. Alors, au sujet de cet héritage, commença Thierry impatient. Ah oui, l'héritage, dit Marie-Claire avec un sourire énigmatique. Avant tout, je dois clarifier certaines choses. Il n'y a aucun héritage de tante Marguerite. Comment ça? Demanda Céline. La personne qui vous a appelé ici était votre propre mère. Madame Lavallée, voulez-vous expliquer ou préférez-vous que je commence? Thierry et Céline me regardèrent confus. Maman, de quoi parle-t-elle? Je respirai profondément. Pour la première fois en moi, je parlais avec la voix ferme et claire qu'il n'entendait plus depuis longtemps. Je parle des 380 000 € que vous avez passé les derniers mois à chercher. Tu te souviens où est l'argent? Demanda Céline, les yeux brillants. J'ai toujours su où était l'argent, ma chérie. Je n'ai jamais eu de démence, je n'ai jamais été confuse, je n'ai jamais rien perdu. Le silence dans le cabinet était assourdissant. Comment ça? Murmura Thierry. Comment ça? Vous voulez vraiment que j'explique? Dis-je, ma voix gagnant en force. Vous voulez que je raconte comment je vous ai entendu planifier ma mort? Comment j'ai découvert que vous attendiez anxieusement que je meure pour partager mon héritage? Maman, c'est un malentendu, commença Céline. Malentendu, j'explosai, me levant de la chaise. Malentendu, c'était de vous entendre calculer combien de temps je vivrais encore. Malentendu, c'était de découvrir que ma propre fête des mères avait été planifiée pour m'humilier. Malentendu, c'était de réaliser que vous aviez déjà partagé mes biens avant même que je sois morte. Maman, tu ne comprends pas, tenta Thierry. Je ne comprends pas, criai-je, et pour la première fois en décennies, je vis la peur dans les yeux de mes enfants. J'ai parfaitement compris quand je vous ai entendu discuter si je durerais encore 3 mois. J'ai compris quand vous avez planifié de me mettre dans une maison de retraite bon marché. J'ai compris quand vous avez dit que j'étais seulement un obstacle entre vous et l'argent. Marie-Claire assistait en silence, comme un public de théâtre. Thierry, tu m'as fait faire la vaisselle jusqu'à 2 heures du matin pour ma fête des mères et après tu es allé dîner chez ta belle-mère. Tu sais comment je me suis sentie? Comme une employée dans ma propre maison. Maman, Tais-toi. 55 ans. 55 ans je me suis dévouée pour vous. J'ai travaillé comme comptable pendant 30 ans pour rassembler cet argent que vous pensiez qui vous appartenait déjà. J'ai sacrifié ma carrière, mes rêves, ma vie pour mes enfants. Mère, on n'a pas. Vous n'avez pas quoi, Céline? Vous n'avez pas planifié d'utiliser une procuration frauduleuse pour voler mon argent? Vous n'avez pas calculé exactement combien chacun recevrait quand je mourrais? Vous n'avez pas discuté de moyens de me rendre plus stressée pour que j'aie un infarctus? Tous les deux étaient pâles, sans mots. Marie-Claire, pouvez-vous leur montrer les documents? L'avocate ouvrit un dossier et étala des papiers sur la table. Voici les documents que votre mère a signés ces derniers mois. Premièrement,
transfert de tous les biens vers un nouveau compte bancaire, inaccessible pour les procurations. Deuxièmement, création de la Fondation Brigitte Lavallée pour l'assistance aux personnes âgées abandonnées. Troisièmement, Nouveau Testament. Nouveau Testament, demanda Céline d'une voix tremblante. Oui. Dans l'Ancien Testament, vous héritiez de tout à parts égales. Dans le Nouveau Testament, chacun de vous hérite d'exactement 1 euro. 1 euro, crièrent-ils tous les deux à l'unisson. 1 euro chacun, confirmai-je. Le reste de mon patrimoine, appartement, investissement, économie, tout va à la fondation que j'ai créée pour aider les personnes âgées qui ont été abandonnées par leurs propres enfants. Tu ne peux pas faire ça, cria Thierry. Je peux et je l'ai fait. Cet argent est à moi, pas à vous. J'ai travaillé des décennies pour le rassembler. Mais nous sommes tes enfants. Enfants, je ris amèrement. Les enfants ne planifient pas la mort de leur propre mère. Les enfants ne calculent pas les héritages comme s'ils étaient des actions en bourse. Les enfants n'humilient pas leur mère le jour de la fête des mères. Maman, on peut parler, revoir tout ça, tenta Céline. Parler ? Comme vous avez parlé avec moi pendant ces mois ? En feignant l'inquiétude pendant que vous cherchiez mon argent ? En me traitant comme une vieille sénile ? On était inquiet pour toi. Mensonge, je frappai le poing sur la table. Vous étiez inquiet pour votre héritage. La seule fois où vous vous êtes montré affectueux, c'était quand vous pensiez que j'étais en train de mourir. Marie-Claire intervint, il y a encore une chose. Brigitte a aussi décidé de vendre l'appartement. QOI, Thierry se leva d'un bond. L'appartement va être vendu. L'argent de la vente ira aussi à la fondation. Thierry, tu as 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Tu ne peux pas m'expulser. J'y habite depuis des années. Tu y habites par faveur. Et cette faveur s'est terminée le jour où j'ai découvert tes vrais sentiments pour moi. Maman, où vas-tu habiter ? Demanda Céline. Je vais habiter dans une des maisons de retraite que ma fondation va administrer. Des maisons dignes, où les personnes âgées sont traitées avec respect et affection. Où je n'aurai plus jamais à faire la vaisselle jusqu'à 2 heures du matin pour un fils ingrat. Le silence revint s'installer dans la salle. Thierry et Céline me regardaient comme s'ils ne me reconnaissaient pas. Vous voulez connaître la vérité, continuai-je, ma voix maintenant plus douce, mais chargée de tristesse. Pendant des mois, j'ai fait semblant d'avoir de la démence pour vous tester. Pour voir s'il restait un peu d'amour, un peu de respect, un peu de gratitude pour les 69 ans que j'ai consacrés à être une bonne mère. Et nous avons échoué au test, murmura Céline. Vous avez lamentablement échoué. Non seulement vous avez échoué mais vous avez montré que vous étiez capable de désirer la mort de votre propre mère pour de l'argent. Maman, Thierry essaya de s'approcher. Non, je reculai. Ne m'appelle pas maman. Les mamans sont aimées, respectées, soignées dans leur vieillesse. Les mamans ne sont pas vues comme des obstacles pour un héritage. Mais tu es encore notre mère. Je suis la femme qui vous a mis au monde. Mais vous avez cessé d'être mes enfants le jour où vous avez planifié ma mort. Marie-Claire se leva, je crois qu'il n'y a plus rien à discuter ici. Les documents sont tous signés et enregistrés. Ils sont irrévocables. Attendez, cria Céline. Il doit y avoir quelque chose qu'on puisse faire. Un accord. Accord, je la regardais avec dédain. Quel genre d'accord ? Vous promettez de faire semblant de m'aimer pendant quelques années en échange de l'héritage ? Nous t'aimons, maman. Vous aimez mon argent. Si vous m'aimiez, vous n'auriez jamais planifié ma mort. Si vous m'aimiez, vous ne m'auriez pas humilié le jour de la fête des mères. Si vous m'aimiez, vous ne seriez pas ici en pleurant pour l'héritage perdu, mais pour la relation détruite. On peut changer, dit Thierry désespérément. Changer ? À 45 et 42 ans, vous allez changer ? Thierry, tu m'as traité comme une employée pendant des années. Céline, tu ne me rendais pas visite depuis des mois avant de découvrir que tu pouvais hériter de l'argent. Mais nous sommes une famille.
Famille, je ris sans humour. La famille se réunit par amour, pas pour l'héritage. La famille s'occupe des personnes âgées, elle ne planifie pas de s'en débarrasser. La famille célèbre la fête des mères, elle n'utilise pas ce jour pour humilier la mère. Je me dirigeais vers la porte, mais me retournai une dernière fois. Thierry, tu te souviens quand tu étais petit et que tu as eu une pneumonie? J'ai passé 3 semaines à l'hôpital sans quitter ton chevet. Céline, tu te souviens quand tu pleurais à cause de ce garçon à l'école? Je t'ai consolé tous les soirs pendant 2 mois. Ils baissèrent les yeux. J'ai passé 69 ans à être votre mère. Maintenant je vais passer le reste de ma vie à être la mère de personnes âgées abandonnées. Au moins eux me verront comme une bénédiction, pas comme un obstacle. Maman, attends, Céline courut derrière moi. Adieu, Céline. Adieu, Thierry. J'espère que l'argent que vous vouliez t'en vaut la mère que vous avez perdue. Je sortis du cabinet sans regarder en arrière. Dans la rue, je respirais profondément l'air froid d'octobre. C'était de la libération, mais aussi de la douleur. J'avais perdu mes enfants, mais récupéré ma dignité. 3 jours plus tard, Thierry apparut à ma porte. Ce n'était plus l'homme arrogant d'avant. Il était abattu, avec des cernes, des vêtements froissés. Maman, s'il te plaît. Thierry, tu as 27 jours pour quitter l'appartement. Je n'ai nulle part où aller. Je suis au chômage, plein de dettes. Ce n'est plus mon problème. Tu vas vraiment me laisser dans la rue? Tu n'allais pas me laisser dans une maison de retraite bon marché? Il commença à pleurer. C'était la première fois que je voyais mon fils pleurer depuis qu'il était enfant. Je me trompais, maman. Pardon. Thierry, quand tu avais 8 ans et que tu as cassé le vase de grand-mère, tu as demandé pardon et j'ai pardonné. Quand tu avais 16 ans et que tu as eu un accident de voiture, tu as demandé pardon et j'ai pardonné. Quand tu avais 25 ans et que tu as dépensé tout ton salaire au casino, tu as demandé pardon et j'ai pardonné. Alors tu peux me pardonner maintenant aussi. Je ne peux pas, mon petit. Parce que cette fois tu n'as pas cassé un vase ou eu un accident de voiture. Tu as brisé le cœur de ta mère. Et les cœurs de mère de 69 ans ne se réparent pas avec un « pardon ». Point. Je fermai la porte, mais je pouvais encore l'entendre pleurer de l'autre côté. Une semaine plus tard, ce fut le tour de Céline d'apparaître. Elle amena Laurent avec elle, et tous les deux semblaient désespérés. « Brigitte, dit Laurent, je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais... » Vous n'en avez pas, en effet. Nous sommes ruinés. Les dettes, sans l'héritage, nous allons tout perdre. Vous allez apprendre à travailler et reconstruire vos vies, comme je l'ai fait à 25 ans quand Henri est mort. Mais tu peux nous aider. Tu as de l'argent. J'en ai. Et je vais l'utiliser pour aider des personnes âgées qui en ont vraiment besoin, pas des enfants cupides qui m'ont vu comme un investissement. S'il te plaît, au moins pour Céline, c'est ta fille. Elle a cessé d'être ma fille le jour où elle a planifié ma mort. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, j'habite dans la première maison de la Fondation Brigitte Lavallée. C'est un endroit beau, avec des jardins bien entretenus, où 20 personnes âgées vivent dans la dignité. Certaines ont été abandonnées par leurs enfants, d'autres n'ont jamais eu de famille. Ici on m'appelle « Maman Brigitte » par tous. Je m'occupe d'eux, ils s'occupent de moi. C'est l'amour authentique que je n'ai jamais eu de mes propres enfants. Thierry habite dans un petit appartement loué à Vaux-en-Velin, il travaille comme livreur de nourriture pour payer ses dettes. Céline et Laurent ont perdu leur maison à Marseille et sont retournés habiter chez les parents de celle-ci. Ils m'écrivent des lettres parfois. Des lettres demandant pardon, promettant le changement, suppliant pour une chance. Je les lis toutes, mais ne réponds à aucune. Parce que j'ai appris quelque chose d'important à 69 ans, il n'est jamais trop tard pour dire non à ceux qui nous maltraitent, même si ce sont nos propres enfants. Et pour vous qui m'avez écouté jusqu'ici, je laisse une leçon, aimez vos mères pendant qu'elles sont vivantes. Respectez-les, occupez-vous d'elles, valorisez chaque jour à leur côté.
Parce que l'argent vous pouvez le gagner en travaillant, mais une mère vous n'en avez qu'une dans la vie. Et quand elle s'en va, que ce soit par la mort ou par la déception, elle ne revient plus. Si vous reconnaissez quelque chose de votre propre histoire dans ce que je viens de vous raconter, si vous aussi vous sentez parfois que vos sacrifices passent inaperçus, vous n'êtes pas seul. Combien d'entre vous se sont déjà demandé si leurs enfants les appellent par amour ou par intérêt? Combien ont déjà préparé un repas de fête en sachant qu'ils mangeraient seuls? Écrivez-moi dans les commentaires. Racontez-moi votre histoire. Est-ce que vos enfants vous appellent seulement quand ils ont besoin de quelque chose? Est-ce qu'ils se souviennent de votre anniversaire sans que vous le leur rappeliez? Avez-vous déjà ressenti cette douleur silencieuse de réaliser que vous donnez plus d'amour que vous n'en recevez? Peut-être que vous aussi, vous avez lavé la vaisselle tard dans la nuit après avoir cuisiné toute la journée pour des enfants qui sont partis sans un merci. Peut-être que vous aussi, vous restez des heures à attendre un appel qui ne vient jamais. Peut-être que vous vous demandez où sont passés ces petits qui vous disaient « Je t'aime maman » tous les soirs. Votre expérience compte. Votre douleur mérite d'être entendue. Votre histoire mérite d'être racontée. Il n'est jamais trop tard pour reprendre sa dignité, pour dire stop aux mauvais traitements, même quand ils viennent de nos propres enfants. Certains d'entre vous m'écriront peut-être « Brigitte, mes enfants sont différents ». J'espère sincèrement que c'est vrai. Mais si ce n'est pas le cas, sachez que vous avez le droit d'exiger le respect. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de protéger votre cœur, même à notre âge. Dans les commentaires, partagez votre vérité. Dites-moi si vous vous êtes déjà senti comme une employée dans votre propre maison. Racontez-moi si vos enfants connaissent le montant de votre retraite mieux que votre date d'anniversaire. Exprimez cette douleur que vous gardez peut-être en silence depuis des années. Abonnez-vous à cette chaîne, parce que nos histoires méritent d'être entendues. Parce qu'à notre âge, nous avons encore tant à dire, tant à enseigner. Parce que nos voix comptent, nos expériences comptent, notre sagesse compte. Et surtout, partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Peut-être que quelqu'un dans votre entourage vit la même situation en silence. Peut-être qu'un de vos amis a besoin d'entendre qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas fou, qu'il mérite mieux. Nous avons donné notre vie pour nos enfants. Maintenant, donnons-nous la permission de vivre pour nous-mêmes. Donnons-nous le droit d'être respectés, aimés, valorisés. Je vous lis, je vous comprends, et je vous respecte. Parce qu'au fond, nous nous ressemblons tous. Nous sommes des mères et des pères qui avons aimé sans compter, et qui méritons d'être aimés en retour. Votre Brigitte qui vous comprend.